Bien, bonjour à tous. Donc, deuxième vidéo, cette fois-ci pour accompagner l'édition de mes notes concernant l'explication de la scène 5 de l'acte 3, c'est-à-dire la 15e de votre explication pour l'oral, et vidéo donc dont l'objectif est de clarifier un petit peu le travail nécessaire à cette explication. Deuxièmement, enfin surtout particulièrement, d'abord en utilisant les PDF, ensuite en utilisant les notes que j'ai mises sur le cahier de texte et à partir desquelles vous devez donc vous produire votre propre explication, votre propre parcours dans le texte. Donc je vais expliquer comment vous pouvez utiliser ces notes. Il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, ce serait tout à fait absurde et en plus c'est impossible. Je verrai aussi à clarifier un certain nombre de points qui se trouvent au fur et à mesure des répliques, parce qu'évidemment ce sont des notes et pas des phrases écrites complètes, donc il faut aussi traduire un certain nombre de choses, peut-être que certaines choses ne sont pas claires, et d'ailleurs à ce sujet j'espère que vous allez réagir à l'enregistrement précédent et à celui-ci, de manière à ce que je puisse corriger le tir si jamais, le cas échéant, vous aviez un problème de compréhension ou tout simplement une remarque. Alors, d'autre part, il s'agit aussi de commenter la leçon sur l'interrogation, puisqu'il y a un certain nombre d'interrogations dans ce passage. D'ailleurs, j'ai oublié de rouvrir ce que je vais faire tout de suite, cours sur l'interrogation, voilà, pour accompagner mes dires. Alors, je vais d'ailleurs commencer par l'interrogation. Peut-être que je ferai d'ailleurs deux vidéos, hein, si jamais ça prend un petit peu plus de 3/4 d'heure. Je préfère faire des sections de 45 minutes maximum, pour pas que les éléments soient trop lourds. Et déjà, ça fait une vidéo relativement lourde. Donc, se contenter de ça. Donc, pour commencer, vous avez donc l'objet qui est celui qui attire notre attention, à savoir la scène 5 de l'acte 3, et objet à partir duquel vous devez produire un propos, mais surtout, il s'agit d'abord d'entrer dans le texte et de comprendre ce qu'on attend de vous en matière d'explication de texte. Alors, pour commencer, donc, je vais aborder la question de la grammaire, puisqu'il y avait le cours sur l'interrogation, qui était le troisième cours concernant les grandes entrées grammaticales à partir desquelles on peut vous interroger. Et donc ce cours, qui est issu du Grévis dont j'ai déjà parlé, présente donc très traditionnellement l'interrogation, traditionnellement pour la façon dont on présente les choses aujourd'hui, l'interrogation en deux temps. D'une part, l'interrogation totale, dite totale, je vais expliquer en quoi elle consiste, même si les explications sont fournies, et l'interrogation partielle. Alors, un mot d'explication pour commencer. On parle d'interrogation totale et d'interrogation partielle parce que l'interrogation totale porte sur la totalité de la phrase et particulièrement d'ailleurs sur le prédicat, c'est-à-dire autrement dit le procès verbal en tant qu'il informe la phrase, en tant qu'il est le noyau de la phrase. Donc il faut comprendre cette interrogation totale comme modifiant le sens de la phrase déclarative par le biais de l'interrogatif donc, et la modifiant dans son intégralité. C'est donc le fait même et le procès même qui est mis en cause. Par exemple, la phrase utilisée dans l'exemple, dans le type 2, la locution est-ce que en tête de phrase associée à l'intonation et au point d'interrogation. La phrase interrogative est-ce que tu pars bientôt correspond à une phrase déclarative tu pars bientôt, et donc le fait, le procès de partir bientôt est mis en doute, interrogé comme étant à valider par un oui ou par un non. Là, c'est ce qu'on appelle l'interrogation totale. Et il y a pour cette interrogation deux possibilités au moins, que sont d'une part l'inversion du sujet par rapport au verbe et la représentation de
de l'interrogative par une locution est-ce que, qui est en fait tout simplement la tournure extractive, mais inversée interrogativement. Pour ce qui est de la seule intonation montante à l'oral et le point d'interrogation à l'écrit, sans inversion, on en a quelques exemples dans le théâtre, mais ils sont relativement rares, donc il faut en tenir compte, mais c'est un élément qui paraît évident. Il suffit de poser un point, on le voit bien dans les chats, par exemple, lorsqu'on écrit à quelqu'un, nous avons moins dans la langue familière l'habitude d'inverser le sujet, c'est devenu plus quelque chose de l'ordre de l'écrit ou de l'expression soignée, telle que celle, par exemple, que vous utiliseriez à l'oral ou que moi-même j'utiliserai en cours. Pour ce qui est de l'interrogation partielle, elle est partielle dans la mesure où elle porte sur une seule partie de la phrase. Ce qui n'empêche que parfois, finalement, le sens de la phrase et le sens de cette interrogation peut être prégnant et très important. Elle peut donc porter, ça je ne reprends pas ce qu'il y a dans le cours, puisque c'est bien expliqué sur le sujet de l'attribut ou complément du verbe. De ce point de vue-là, pas de problème, et donc avec des outils différents que vous maîtrisez déjà dans votre pratique langagière pour représenter, puisque ce sont des pronoms interrogatifs la plupart du temps, sauf le déterminant interrogatif quel ou lequel avec un complément, lequel de ces deux personnages as-tu rencontré, qui sont eux des déterminants. Et selon donc le statut du terme à représenter, c'est un outil spécial, un pronom spécial qui est utilisé. On voit ici quelque chose qui est assez proche des pronoms relatifs. Concernant l'interrogation avec locution, donc de même que est-ce que, vous avez pour l'interrogation partielle des possibilités qui là aussi sont héritées des tournures extractives, liées aux tournures extractives, donc c'est assez facile à comprendre. Et ce qui est intéressant dans cette leçon, dans cette partie de la leçon, et c'est donc ce que vous allez devoir utiliser si on vous interroge sur une phrase dans laquelle il y a une interrogation, c'est que vous avez ici tous les outils qui vous permettent de faire une description syntaxique précise du fait de l'interrogation. Alors comme on en a dans le texte, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc d'abord, vous situez l'interrogation par rapport aux deux grands types, interrogation partielle, interrogation totale. On voit bien que à partir du moment où l'interrogation porte soit sur un déterminant, sur un pronom, sur un adverbe, donc est utilisée à partir d'un déterminant, d'un pronom, d'un adverbe, et qu'elle porte soit sur le sujet, sur l'attribut, sur le complément d'objet direct, ou sur un complément prépositionnel, dans ce cas-là, il s'agit d'une interrogation partielle. Lorsque c'est sur l'idée même du verbe et le fait, en réalité, que la phrase déclarative mettrait en noyau de la phrase, dans ce cas-là, il s'agit d'une interrogation totale. Donc vous commencez par une situation dans ces deux types, et puis vous indiquez, par exemple, s'il y a donc quel est le terme interrogateur s'il y en a un, s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a inversion de l'ordre sujet-verbe, est-ce qu'il y a uniquement un point d'interrogation, donc une ponctuation qui signale la modulation d'intonation à choisir pour lire le texte. Ça apparaît dans certains, notamment, il me semble que ça apparaît d'ailleurs chez Beaumarchais, il me semble que Figaro utilise à un moment une interrogation dans laquelle il n'y a pas d'inversion et pas de locution pour construire l'interrogation. Donc vous commencez par défricher le terrain, si je puis dire, syntaxiquement parlant, très précisément, et évidemment, dans la mesure où on vous a orienté vers cette question, il s'agit aussi de comprendre le problème qui est posé par cette interrogative. Alors là, il y a une chose qui n'est pas dite dans ce cours-là, mais le
les approfondissements dans le cours vous donnent quand même quelques indications. D'abord, l'interrogation peut permettre de situer socialement celui qui parle, hein, et on voit bien qu'elle est ici donc indicative du statut soit de Figaro, soit parfois donc d'un personnage au statut plus élevé. Deuxièmement, elle associe d'intéressant que d'un point de vue traditionnel, la définition qu'on propose de l'interrogation est une tournure phrastique dont l'objectif d'un point de vue pragmatique donc est de faire une demande d'information à la personne qui est en face de vous, ou du moins faire participer la personne qui est l'interlocuteur à une recherche d'information sur un élément. Et il s'agit de savoir si l'interrogation relève d'une recherche d'information, type assez courant, si au contraire elle présente une réponse tellement évidente que on veut la faire exprimer à celui auquel on parle, c'est la fameuse question rhétorique, autrement dit, une phrase déclarative cachée sous la forme d'une question dont la réponse est à l'évidence oui pour celui qui parle, mais ça n'est pas une réponse obligatoire pour autant, hein, puisque celui qui répond, celui qui est en face, peut très bien se sentir piégé, il y en a un exemple d'ailleurs dans le texte, et s'opposer à cette réponse piégeuse qui est attendue de lui. Troisième possibilité, l'interrogation peut servir d'une part à constituer un acte de langage dérivé, soit une injonction, autrement dit un ordre. Voulez-vous bien ouvrir la porte, s'il vous plaît? Il s'agit d'un ordre dont le caractère impératif est un peu moins prononcé que l'impératif lui-même, mais tout de même, il s'agit bien d'une demande d'action auprès d'une autre personne, évidemment sous une forme semi-figée, hein, puisque le verbe vouloir ici ne sous-entend pas que la personne puisse vous répondre non, enfin en général ça n'est pas ce qu'elle fait, mais effectivement elle le pourrait très bien, ce qui en l'occurrence deviendrait comique. Autre possibilité, dont on trouve d'ailleurs des exemples chez Beaumarchais là encore, c'est la phrase qui remplace une hypothèse. Par exemple, voulez-vous vous rendre rapidement au centre de la ville, vous n'avez qu'à prendre un bus et vous arrêter à tel endroit. Ici, l'interrogative initiale remplace une hypothèse, si vous voulez vous rendre, et là encore, il s'agit d'un acte de langage dérivé à partir d'une interrogation, puisque le sens même de cette interrogative au départ n'est pas d'obtenir une information, puisqu'on a déjà la réponse, mais l'interrogation permet de virtualiser le procès et donc d'obtenir de l'autre, de se mettre dans cette situation d'un procès qui serait en cours, hypothétiquement donc, de réalisation. Donc voilà pour les trois éléments pragmatiques d'actes de langage qu'on peut construire à partir d'une interrogation, et c'est précisément ça sur quoi la deuxième partie de votre travail portera, après avoir donc défriché le terrain et observé précisément l'organisation syntaxique de l'interrogation, qui parfois d'ailleurs vient se compliquer, on en a des exemples, avec une relative, l'interrogation peut porter uniquement sur une subordonnée. Lorsque vous avez donc défriché ce terrain précisément, et vous prenez votre temps, ce n'est pas la peine de vous précipiter, vous demandez quel acte de langage, quelle
effet, si vous préférez l'expression effet, parce qu'après tout c'est la même chose, hein, quel effet sur l'interlocuteur, sur l'auditoire, l'interrogation est censée atteindre. Et pour conclure les 2 minutes que vous avez, qui vous sont imparties pour traiter de cette interrogative, vous pouvez faire une espèce de petit commentaire final sur l'effet stylistique obtenu par le biais de cette interrogation. Alors, il se trouve que cette leçon va fort bien avec le texte de l'acte 5, scène 3, donc nous allons nous appliquer à entrer dans cette explication à partir du point de grammaire. Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter sur toutes les questions, mais là tout de même, on peut être un tout petit peu précis et utiliser ce cours pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement dans l'interrogation de grammaire d'un point technique, mais au contraire d'un outil véritable, un outil qui peut ouvrir des perspectives sur le texte et vous aider à le maîtriser davantage. Alors, commençons par le texte lui-même. Je vais d'abord le présenter rapidement, de manière à ce que nous ayons des éléments qui permettent d'avoir une image globale de ce texte, hein, cette fameuse photographie du texte dont je parle depuis le début de l'année. Et pour vous aider à ce faire, j'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, vous pouvez vous utiliser donc le PDF, notamment de l'acte 3, pour situer le texte d'abord par rapport à la scène qui précède et à la scène qui va la suivre. Et d'autre part aussi, vous pouvez vous servir des autres PDF, donc dans les autres actes, pour aller trouver des échos par rapport à cet acte, par rapport à cette scène, pardon, et rechercher quelle est l'intrigue, quelle est celle des 3 fils de l'intrigue, quel est celui, pardon, des 3 fils de l'intrigue qui est repris ici. Bon, là, en l'occurrence, hein, il s'agit de la fameuse intrigue concernant le triangle amoureux putatif, hein, craint en tout cas par Figaro, entre Suzanne, le comte et lui-même, et triangle amoureux auquel Figaro s'oppose énergiquement durant toute la pièce, ce que d'ailleurs le titre suggère de manière tout à fait évidente, ce mariage attendu, repoussé, hein, toute l'intrigue repose sur les obstacles à ce mariage qui est la quête donc de Figaro, qui s'oppose à la quête en l'occurrence de son opposant qui est le comte, puisque le comte lui veut gagner les faveurs de Suzanne. Alors, donc voilà pour la présentation globale du texte. On voit bien ici qu'on a une scène dans laquelle les 2 opposants se retrouvent et une scène qui est la première rencontre du maître et du valet, ce qui est important parce qu'elle arrive assez tardivement. Ils ont été associés en pensée dès l'incipit, ils ont été réunis en présence d'autres personnes dans la scène 10 de l'acte 1, et ensuite l'acte 2 a porté sur la seconde intrigue, ou plutôt la troisième, celle qui associe Chérubin à la comtesse pour éviter, en l'occurrence qui était une intrigue qui était aussi en partie liée au projet de Figaro, il s'agissait en l'occurrence de rendre jaloux le comte selon une pensée traditionnelle, laquelle en sollicitant la jalousie de celui qui se déprend de vous, ou de celle qui se déprend de vous, on le ramène dans le couple. Bien. Et donc cet acte 2 éloigne le comte de Suzanne et de Figaro, et à partir du moment où, à la fin de l'acte 2, la péripétie Chérubin, ou la sous-intrigue Chérubin est réglée en partie, parce qu'elle ne l'est pas complètement, il y reste des questions, et d'ailleurs des questions qu'essaye d'aborder ici le comte, et bien à partir de ce moment-là, le comte essaye de se reprendre, les scènes 1 à 4 de l'acte 3 ont pour objectif précisément
une recherche de maîtrise de la part du personnage du maître, et cette maîtrise donc suppose qu'il se calme et il essaie d'une certaine manière aussi d'être aussi stratège que Figaro lui-même, mais hélas pour lui, il a quand même des circonstances qui ne l'aident pas, puisque au moment même où il estime qu'il va pouvoir gagner de la maîtrise et pouvoir faire parler Figaro, il se trouve que le monologue qu'il a commencé dans la scène 4 et qui se poursuit dans la scène 5, se poursuit dans la scène 5 précisément parce que Figaro est arrivé entre les deux et que Figaro, dont le comte ne sait pas qu'il est entré sur scène, perçoit une partie de ce propos sans que le comte sache qu'il est écouté. Or, ce propos est particulièrement important puisqu'il donne un ascendant considérable à Figaro qui va obtenir des informations essentielles concernant la tactique que le comte a décidé de lancer. Donc le passage qui nous intéresse se situe est caractérisé plutôt par à la fois ce face-à-face, et qui est le premier entre eux, et dans le cadre d'une relation dissymétrique dont le respect par Figaro est tout à fait évident, et ce d'ailleurs dès l'incipit. Là je vous renvoie aux éléments que j'ai donnés dans le PDF concernant le premier acte, et deuxièmement aussi à l'explication de texte numéro 1. Et cette relation dissymétrique, donc, vient compliquer un schéma actentiel de triangle amoureux, j'en ai parlé, dans lequel il s'agit en l'occurrence de deux quêtes opposées pour le même objet, au sens objet au sens très large du terme. Il ne s'agit pas d'objectifier Suzanne, il s'agit tout simplement de revenir sur le sens latin de ce mot. Objectus, c'est ce qui se présente à la vue. Et un combat donc ici tout en stratégie, puisque à la fois ils sont opposés par leur quête, mais en même temps la relation dissymétrique impose d'une part le respect au valet, à celui qui est inférieur en matière hiérarchique, mais aussi d'une certaine manière à l'aristocrate, dans la mesure où l'aristocrate se doit d'avoir une tenue et un comportement poli, cette politesse aristocratique qui est un objectif important, et ce d'autant plus d'ailleurs que du point de vue des caractères et du comique de caractère, le comte a décidé de ne pas se remettre en colère comme il l'avait fait dans l'acte 2 et en s'étant humilié littéralement devant la comtesse. Évidemment, il va se remettre en colère à la fin de la pièce, mais ici, il s'agit d'un idéal de maîtrise de soi, de reprise de la maîtrise de soi, qui donc suggère que nous avons ici un combat tout en stratégie, ce qui d'ailleurs pourrait très, très clairement constituer le projet de lecture pour cette scène. Mais on voit bien que même avant de lire précisément la scène, on a, parce qu'on a bien situé la scène dans l'acte et dans l'œuvre, et qu'on a déroulé un certain nombre de fils et qu'on a présenté ces choses-là de manière méthodique, les choses se construisent assez clairement. Enfin, dernier élément avant de lire précisément cette scène, comme c'est souvent le cas chez Beaumarchais et chez Marivaux, qui a inspiré Beaumarchais, il s'agit ici d'une scène dans laquelle nous avons un commentaire d'une action précédente. On a des scènes régulièrement, par exemple entre Suzanne et la comtesse au début de l'acte 2, dont l'objectif est de commenter une action, de la reproduire par le langage, donc il y a un récit la plupart du temps, de commenter ce qu'on vient de raconter, de faire réagir l'autre sur ce qu'on vient de raconter. Donc il y a une espèce de répercussion, de redondance autour de l'action, et cette redondance vient est variée à l'aide des points de vue de chacun, d'une part,
est variée aussi à l'aide des calembours, des jeux de langage, du badinage, pour dire les choses très clairement. Donc, c'est là aussi une scène qui vient commenter l'action précédente et obligée à interpréter. On voit bien que, par exemple, le conte commence par interroger Figaro concernant le tour que vient de lui jouer la comtesse et particulièrement le rôle qu'il a joué lui-même, puisqu'il pense bien, connaissant son valet, que Figaro y est en partie pour quelque chose. Il s'agit en l'occurrence, par ailleurs, d'évacuer l'idée que la comtesse lui en voudrait pour un motif particulier et donc de s'aveugler lui-même. C'est une scène aussi non seulement d'un combat stratégique, mais il s'agit pour Figaro de faire réfléchir le comte à son propre couple. Il y a donc ici deux couples en regard l'un par rapport à l'autre. Et j'ai réutilisé dans mes notes, j'espère que je vous l'ai mis, mais il me semble que oui, une expression que je trouve très intéressante, mais qui était appliquée au théâtre de Marivaux, mais qui s'applique parfaitement au mariage de Figaro, encore une fois parce que Beaumarchais s'est beaucoup inspiré de Marivaux. Dire, c'est faire en disant que l'on fait, c'est une caractéristique du théâtre de Marivaux, mais c'est aussi donc applicable ici parfaitement dans cette scène. Une action qui porte sur la redondance du propos sur une action précédente, une action qui passe par le dire, et qui passe par un dire qui se dit en même temps qu'il se dit. Je vais essayer de le montrer à travers le voyage, à travers mes notes. Voilà tout ce qu'on peut voir avant de relire le passage, avant d'entrer en détail dans celui-ci, n'empêche que vous l'avez déjà lu, mais avec des éléments globaux sur l'œuvre. Maintenant, après lecture du passage, et je ne vais pas le relire dans son intégralité, mais on peut s'intéresser particulièrement aux apartés qui sont importants et dont le caractère stratégique au début et à la fin de notre passage sont particulièrement nets, même si c'est après la fin du passage en l'occurrence, mais on voit bien qu'il y a une stratégie qui est en cours de deux personnages affrontés qui font des bilans au fur et à mesure, et donc il faut être attentif à ces jeux de scène de double énonciation. Deuxièmement, nous avons, comme je l'ai indiqué, et c'est ce qui explique que je sois parti de la question de grammaire, beaucoup d'interrogations, d'interrogatives dans ce passage, des interrogatives qui, pour la plupart, relèvent d'une demande d'information chez le comte, mais peuvent aussi relever, et particulièrement chez Figaro, d'une stratégie, en l'occurrence persuasive, l'objectif persuasive et de conviction du reste en même temps, qui donc, chez Figaro, l'objectif étant de pousser le comte à réfléchir sur son propre couple et surtout c'est une stratégie d'évitement de la confrontation dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est un combat certes, mais un combat tout en stratégie puisqu'il y a une relation dissymétrique. Ici, les interrogatives, le plus souvent, remplacent une suggestion forte, ce qui n'est pas un ordre, mais une invitation à réfléchir, et parfois aussi un refus de répondre, Figaro gardant sa part de mystère, comme d'ailleurs la comtesse le suggérait au comte à la fin de l'acte 1, si mes souvenirs sont bons, c'est bien dans cette scène 10 qu'elle indique que Figaro restera Figaro et que on ne peut pas espérer qu'il fasse des réponses complètes. Donc les interrogatives entrent ici, ou participent plutôt ici d'une stratégie et d'un badinage qui sont caractéristiques du comique extrêmement élaboré dans cette pièce. Il va falloir donc être attentif à la succession des répliques, quelles sont les interrogatives et quelles sont d'une part la stratégie et d'autre part les implicites des questions posées. Je vais essayer d'expliquer en quoi on peut étudier l'implicite à partir des interrogations.
Et précisément dans ces réponses, autre élément important, un troisième élément auquel on peut, sur lequel on peut